démarrer la semaine en échangeant avec vous sur la période qui vient de s'achever avec la fin du confinement, mais aussi toute cette période de stress que nous avons eu là tous pendant la crise sanitaire et notamment ce que vous avez ressenti, vous, toutes les émotions qui vous ont traversé et qui vous traversent encore par rapport à la gestion notamment des plus petits, puisque nous, on est un petit peu plus spécifiquement qualifiés pour répondre à vos interrogations ou en tout cas les partager. Partagez vos ressentis, mais sachez que dans les différents documents qu'on a trouvés pour préparer cette intervention, il nous parlait aussi énormément des plus grands, puisqu'évidemment, ça ne s'arrête pas à 3 ans. Tous les stress, toutes les charges émotionnelles qui ont pu être vécues pendant cette période-là persistent bien au-delà des 3 ans, évidemment. Donc, on a vu un petit peu avec les inscriptions qu'il y avait des parents d'enfants d'âge très variés, divers et variés. Voilà, une majorité de petits, mais qui ont souvent aussi des aînés. Voilà. Donc, on va vous partager, pour commencer, un PowerPoint qu'on a préparé qui va vous présenter toute cette semaine. Donc là, on partage le document. Ça prend quelques minutes toujours, le temps de trouver, vous cherchez les documents. Il arrive, il charge. Voilà, je ne sais pas si c'est bon. Est-ce que tout le monde voit à l'écran le bois d'Arcy avec le petit brin d'herbe? S'il y a une personne qui veut bien nous dire s'il voit bien. Oui, ça marche. On voit plein de oui apparaître. Donc, merci Très bien. pour cette réponse. Donc, cette visioconférence, elle débute aussi notre semaine de la petite enfance, on est sur la 24e édition de la semaine petite enfance sur la ville de Bois d'Arcy. Et donc, on souhaitait également partager avec vous. C'est vrai que cette année, elle a une forme particulière puisqu'on se trouve exclusivement en numérique, que vous doutez que cette organisation est quand même liée au fait de la pandémie actuelle et que ça nous semblait plus sûr pour pouvoir en tout cas vous retrouver. Donc le thème de ce soir, c'est bien sûr trouvons des ressources pour nos tout petits pendant cette crise sanitaire. Et effectivement, comme je vous l'évoquais, il s'agit de trouver toute la semaine des animations diverses que vous trouverez en numérique. Alors, pour ce faire, il vous suffira d'aller sur le site de la ville et chaque jour, vous allez avoir un lien que vous pourrez télécharger et accès à des fiches pédagogiques et techniques par rapport à vos enfants d'activités diverses que je vais vous présenter par la suite sur toute la semaine. Donc, chaque jour, vous aurez une fiche qui sera différente. Donc, on commencera demain, mardi, par manipuler et créer. Eh bien, c'est pourquoi faire des activités avec les enfants. En tout cas, vous aurez 10 bonnes raisons pour pouvoir pratiquer avec vos enfants des activités. On aurait l'occasion de pouvoir de fabriquer des maracas et de faire de la musique avec eux. En tout cas, vous en aurez les fiches techniques. Vous pourrez aussi avoir la technique pour faire ce qu'on appelle de la peinture propre. Donc, les enfants se saliront pas, ce sera plus simple à gérer parfois à la maison. Et bien, la traditionnelle pâte à sel qu'on peut faire aussi également avec les enfants. Donc, ça, ce sera pour le programme de la journée de mardi. Mercredi, ce sera pour bouger et se détendre et ce qui sera un peu adapté à chaque âge de l'enfant. Vous trouverez des méthodes amusantes pour se relaxer et se détendre en famille, donc avec les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Donc les plus grands de nos tout petits, va-t-on dire, ce sera une découverte du yoga qui sera possible. Vous aurez ensuite pour les enfants d'âge moyen, nous, nos petits d'âge moyen, c'est 18 mois environ,
la création d'un parcours sensoriel et bien sûr après le jeu avec ce parcours. Et puis pour les tout petits, pour les bébés, eh bien une initiation au massage pour les bébés. Vous aurez bien sûr tous les conseils sur les fiches. Jeudi, ce sera les chants et les comptines. Et donc, je suis sûre que vous chantez beaucoup à la maison. Mais voilà, ce sera un moment peut-être d'enrichir votre catalogue de comptines. Et puis aussi, eh bien, plein de conseils sur l'intérêt du chant et de la comptine. Et on sait qu'actuellement, c'est notamment, puisqu'on l'évoquera avec le port du masque, un vecteur tout à fait intéressant pour les jeunes enfants. Donc voilà, à contribuer bien sûr. Nous finirons vendredi la semaine avec les livres, autre vecteur intéressant pour les tout petits en ce moment, mais de façon originale puisque ce sera avec lire en ombre et en lumière. Donc vous pourrez avoir accès et savoir comment lire avec un livre phosphorescent ou des idées originales pour lire dans le noir et pourquoi lire dans le noir avec le tout petit. Et puis les livres aussi en ombre chinoise. Alors vous verrez que vous aurez un certain nombre d'ouvrages qui vous seront proposés, mais tous ces ouvrages, vous pourrez les retrouver à la médiathèque de la ville de Bois d'Arcy. Donc voilà, ce sera donc en accès vendredi par rapport à cette activité. Voilà, donc vous voyez une semaine quand même riche. Et donc, cette visioconférence débute bien sûr notre semaine de la petite enfance. Il faut savoir que l'ensemble des fiches et tout ce que vous trouverez tout au long de la semaine, c'est en aucun cas exclusivement Madame Jean et moi-même, mais toute l'équipe de la petite enfance qui a contribué à l'élaboration de ces fiches et de cette semaine petite enfance. On tient les associés, bien sûr, et on espère que vous pourrez passer des moments conviviaux avec vos enfants, puisque c'est tout à fait le projet. Alors après, effectivement, le projet de cette conférence est venu aussi lors de nos échanges avec vous. Et effectivement, il nous a paru que c'était intéressant, en tout cas, de vous retrouver pour échanger avec vous et de nous faire part un peu et d'échanger avec sur vos difficultés rencontrées, mais peut-être aussi tout ce que vous avez pu faire de positif ou d'original. Et donc, voilà, on va pouvoir aborder un certain nombre de questions ce soir. Nous en avons évoqué quelques-unes, on vous en proposera quelques-unes, mais n'hésitez pas, bien sûr, c'est tout à fait ouvert. Voilà. Alors, on va revenir vers le sujet de ce soir. Ce qui aurait été intéressant, c'est que vous puissiez vous parler des sujets que vous souhaitez aborder. Alors, j'essaie de... Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez déjà proposer des thèmes. Donc, vous pouvez le faire soit en direct là, en ouvrant vos micros, soit sur ce qui vous a paru le plus compliqué à vivre pendant toute cette période avec vos petits. Nous, on a retenu quelques thèmes qu'on voulait évoquer avec vous. Maintenant, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre, à nous couper, à nous dire ce que vous voulez aborder. Alors là, on a un tout petit problème technique, c'est qu'on n'arrive pas à enlever le PowerPoint. Bon, à la limite, c'est pas très très grave. Voilà, vous allez rester sur une note d'herbe, puisque on va trouver. Voilà. On va trouver, il n'y a pas de raison. D'ici là, on va trouver comment on enlève. Théoriquement, peut-être cliquer dessus. Ça. Non, pas du tout. Bien. Nous sommes novices. Voilà. Vous êtes toujours là? Oui. Visiblement, c'est bon. C'est bon. Voilà, on arrive. Alors, nous, on a déjà un peu répertorié ce qu'il y avait, les thèmes qui sont ressortis, puisque nous sommes aussi accueillantes sur le lieu d'accueil enfants-parents de la ville, Pomme d'Arcy. Donc, on a eu pas mal de remontées de personnes qui nous disaient leur ressenti sur cette période.
mais aussi au travers de ce que nous ont remonté les responsables de structures qui ont rencontré beaucoup d'entre vous et qui ont pu nous remonter des choses qui leur revenaient de la part des parents. Donc nous, la première chose, c'est bien sûr le télétravail, surtout pendant la dernière période là où les crèches et les écoles ont été fermées. On suppose que ça a été un marathon pour certains d'entre vous et un défi d'organisation pour toute cette période où il a fallu à la fois concilier le travail et les enfants. On a regardé un petit peu les enquêtes qui ont été faites sur le retour des parents. Et notamment, on a trouvé un sondage qui avait été fait entre le 12 et le 13 avril 2021, donc tout récent, auprès de 792 parents, donc d'enfants qui vont de la crèche jusqu'en primaire. Et en fait, il y en avait 64% qui télétravaillaient tout en gérant leurs enfants. Donc, autant dire que c'est énorme. On avait 33% qui faisaient garder leurs enfants par leur entourage, la famille, les amis, etc. Et 23% qui ont posé des congés, des RTT ou qui ont eu des ASA pour s'occuper des enfants. Donc, leur ressenti face à cette période-là, ça a été que 31% d'entre eux sont ressortis épuisés, 31% usés. Alors, j'ai pas la nuance entre usé et épuisé, mais bon, pour moi, c'est très proche. Mais je pense que épuisé, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Serein, 18%. Donc, on en a quand même qui ont tiré leur épingle du jeu, visiblement, mais bon, c'est pas la majorité. Et puis stressé, 17%. Donc, il en résulte probablement qu'il y a eu une charge émotionnelle importante, à la fois dans le vécu des parents et de ce qu'ont pu ressentir les enfants pendant cette période-là. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir sur ce qu'il a vécu pendant cette période ou pas? Je pense que c'est un des premiers facteurs qui a été compliqué. Peut-être ensuite, le deuxième facteur qui viendrait peut-être juste derrière, c'est effectivement le rythme qui a été interrompu, et pour les parents et pour les enfants, et puis le manque de contact avec les proches, avec les copains, avec la famille, avec les amis. Peut-être aussi des deuils, des pertes, enfin en tout cas beaucoup d'émotions des parents. On a pu aussi beaucoup constater que les parents étaient beaucoup sur les informations, étaient beaucoup sur essayer d'échanger entre adultes, en tout cas autour de ce qui se passait sur le confinement, les périodes, etc. Donc beaucoup de stress. Et nous, en tant que professionnels de la petite enfance, on s'est posé la question de comment avaient vécu les enfants toute cette période-là. Ils ont beaucoup entendu parler des adultes, mais est-ce que les adultes ont pris le temps de se poser avec eux pour leur expliquer ce qui se passait? Parce que parfois, quand on est pris dans un tourbillon comme ça, émotionnel soi-même, c'est peut-être un peu difficile d'être à l'écoute de ses enfants et de se poser pour leur expliquer ce qui se passait. Voilà, donc sans doute certains ont pu constater que leurs enfants étaient un peu soit speed, soit stressés, soit avaient des troubles anxieux, dormaient mal ou pleuraient beaucoup ou faisaient beaucoup de colère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait bien aimé aussi partager avec vous. Est-ce que vous avez fait le constat, vous aussi, que cette période-là a été particulièrement difficile à gérer? Donc je laisse quelques minutes pour si des gens veulent intervenir ou nous dire comment ils ont senti les choses. Oui. Ça fait un écho, je ne sais pas si c'est... Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien, d'accord. Moi, je vais partager mon expérience. En fait, je ne sais pas trop si c'est vraiment la crise Covid, parce que je vais parler de mon aîné qui a 5 ans, et c'est vrai que ça a été très compliqué pour lui. Alors, le problème, c'est que ça arrivait en même temps que la naissance de son petit frère, donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Au début, il n'y avait pas trop de réactions.
Mais il y a un moment donné, il y avait une grosse lassitude et des grosses colères en fait qui sont apparues. Donc ce qui a été très compliqué aussi, pour nous de gérer ça parce qu'on voilà, on s'y attendait pas en fait surtout. Alors bon après, il y a eu enfin c'était voilà, presque avant qu'on déconfine, on va dire, juste un petit peu avant. Donc heureusement qu'on a déconfiné. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était que, depuis on a de nouveaux reconfinements, et c'est très compliqué parce que souvent ça se fait au dernier moment. Là, le dernier en avril, j'ai trouvé que c'était, comme d'habitude, très précipité. Alors, pour X raisons, hein. Mais du coup, en fait, ça n'intègre pas l'enfant. En fait, je trouve que du coup, on n'est pas trop à l'écoute. On lui dit le vendredi pour lundi, dans la précipitation, la maîtresse, elle donne des affaires, machin. Il sent la précipitation, le stress qui monte quand même chez les adultes, même si on essaye tous de prendre sur soi. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'à chaque fois, l'enfant est pas pris en compte et du coup c'est nous après en tant que parents d'essayer de trouver les mots en étant nous-mêmes des fois inquiets, hein, on essaie de parce qu'on surtout pour l'année dernière on savait pas ce que c'était, hein, ce virus et c'est vrai que ces alternances entre je vais à l'école, je vais pas à l'école, bon nous on n'a pas encore eu le cas où il y a quelque chose dans mon école donc je reste chez moi, enfin voilà, toutes ces alternances, je pense que des fois ils sont un petit peu perdus en fait et des fois il me dit bon alors là je vais à l'école mais c'est quand les vacances, en plus on a changé le calendrier scolaire, enfin voilà, il y a, pour certains, je pense que ça commence des fois à être un peu compliqué de se projeter, de trouver une logique à tout ça, en fait, je trouve. Alors après, il y a du confort pour l'enfant. Enfin, moi, je l'ai senti qu'il était content d'être là avec nous, d'avoir papa et maman et petit frère en même temps. Mais voilà, il y a quand même cette alternance et puis il comprend pas quand papa et maman sont à la maison. Enfin, nous, on a la chance de le faire du télétravail. Petit frère va chez nous. Puis lui, mais il reste à la maison parce qu'en fait, il peut pas aller à l'école. Donc, il est pas comme tout le monde, en fait. Donc, voilà, c'est un peu cette expérience que je voulais partager. Je suppose qu'on n'est pas les seuls du tout, mais un peu le ressenti. Mais c'est bien justement de nous faire part parce que c'est pas évident de prendre la parole comme ça devant tout le monde et de faire état de ce qu'on a ressenti. Mais c'est vraiment très parlant ce que vous évoquez. Et effectivement, nous, en tant que professionnels, on se pose aussi ces questions-là par rapport à comment eux ils le vivent. Et du coup, ça génère chez les parents beaucoup de stress, c'est ce qui est évident. Et comment faire la part de ses propres émotions, vous l'avez dit, hein, ça c'est compliqué, sachant que les tout petits, ils ressentent les émotions des parents, évidemment. Donc, oui, c'est vraiment. Alors justement, nous, on a cherché un petit peu des références par rapport à ces émotions et cette charge émotionnelle qui a été vécu là pendant toute cette période. Et on a trouvé comme référence une enquête qui a été réalisée en Angleterre. Alors, je vous passe le nom je suis pas très bonne en anglais, hein, je vous passe le nom de l'étude, mais vous pourrez la retrouver dans les documents qu'on va vous faire passer. Mais en gros, il y a eu 1404 observations de 708 enfants qui étaient âgés entre 2 et 7 ans. Donc l'âge médian des enfants était de 4 ans et quelques, 4,4 ans. Et c'est une étude qui a été faite entre le 26 mai et le 5 juillet 2020, donc vraiment en pleine période du premier confinement. Et voilà, en fait, donc c'est beaucoup de mamans, 83% même pour être précise, des parents qui ont répondu à cette enquête étaient des mamans. Et en fait, elle disait que voilà, il y avait eu cette période, voilà, enfin, il y a eu beaucoup d'items qui ont été évalués, 7 exactement, sur les difficultés émotionnelles rencontrées par leurs enfants. Et ce qui est ressorti de cette étude, globalement, c'est que la période d'opposition qui a lieu d'habitude autour de 2 ans, c'est ce qu'on a l'habitude de rencontrer chez nous en petite enfance, et bien là, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que en faisant cette étude, c'est que les plus grands étaient impactés et qu'effectivement, donc votre ressenti n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose du tout de surprenant ni d'exceptionnel. En fait, cette période qui est d'habitude autour de 2 ans se prolongeait
au-delà de 7 ans. C'est-à-dire que c'était un état émotionnel qui avait perduré même chez des beaucoup plus grands. Donc 7 ans, ça fait CE1. Oui, c'était CE1. C'était CE1. Et que c'était des enfants qui avaient du mal à récupérer des émotions stables, qui faisaient des colères, qui avaient des troubles, éventuellement du sommeil, etc. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Ce sont réellement, émotionnellement, les enfants ont quand même subi ces vagues, alors liées probablement à celles aussi de leurs parents, vous l'avez très bien dit, mais pas seulement. Je pense que le fait de ne plus voir les copains soudainement, de ne pas pouvoir revoir ses camarades sans forcément que des mots soient posés autour de ce qui se passe, et de manière brutale en plus. Donc c'est ça qui risque d'impacter les enfants, et c'est pour ça aussi que ça nécessite parfois, dans certains cas, si on voit que l'enfant a du mal à retrouver un état émotionnel stable, il faut aussi pouvoir consulter si on sent que l'enfant est en difficulté, même si c'est de manière passagère, mais pour pouvoir poser des mots et mettre de la distance sur ce qu'ils ont vécu. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement a mis en place des consultations gratuites. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour les enfants entre 3 et 17 ans, je crois, le gouvernement propose vous pouvez rencontrer votre médecin traitant et il peut vous prescrire, si vous sentez que l'état émotionnel de votre enfant est quand même un petit peu perturbé, ou que du moins il a du mal à retrouver ses marques, vous pouvez tout à fait consulter gratuitement un psychologue, et vous trouverez... moi j'ai un peu cherché, j'avoue, sur le site du gouvernement, hein, c'est pas si clair que ça, pour trouver un psychologue qui fait ces consultations gratuites. Mais sachez que ça existe, hein, c'est confirmé, et que votre médecin traitant, lui, normalement, est habilité à vous prescrire un psychologue adapté qui peut vous aider. Je crois que Sandrine, je voulais juste préciser qu'a priori, ils ont mis à jour, là ce matin, j'ai pu aller consulter, ils ont mis à jour un petit peu le site, et qu'a priori, cette liste de psychologues qui peuvent faire ces interventions seraient mises en ligne demain. Alors, moi, ce que je voulais redire aussi, c'est que souvent, les parents, ils ont des trésors de ressources insoupçonnées. Et c'est peut-être ça aussi qu'on voulait partager, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, nous aussi, dans notre lieu d'accueil enfants-parents. Mais, et puis, bon, c'est quelque chose que notre pratique professionnelle nous confirme, c'est que ce qu'il faut, c'est laisser les enfants pouvoir justement évacuer leurs émotions. Et ça, quelles qu'elles soient. Donc, c'est pleurer, ça fait du bien, crier, ça fait du bien, taper dans un coussin, ça fait du bien, ou sur un tambour. Il y a plein de petits moyens pour permettre aux enfants aussi de poser des mots sur ce qu'ils ressentent. Et aussi, moi j'ai lu une étude qui dit que souvent en tant qu'adulte, nous on a tendance à cacher nos émotions à nos enfants en disant le pauvre, ça va le perturber, etc. Mais en fait, souvent ce que ça renvoie à l'enfant, c'est quand même que le parent lui aussi est touché. Donc c'est normal en fait d'avoir des émotions. Et alors sans évidemment partir dans le psychodrame, mais que c'est important aussi de pouvoir dire que ben oui, on est triste, nous aussi on voit pas nos collègues, mais nous aussi c'est bizarre ce qui se passe, mais c'est pas que ça va pas durer aussi dans le temps, parce que la notion du temps chez l'enfant est pas la même que la nôtre, et ça aussi c'est quelque chose dont on n'a pas encore peut-être complètement pris la mesure, mais que eux déjà nous on trouve ça long, ces périodes de confinement et ce port du masque, mais eux, ils ont l'impression que ça va jamais s'arrêter. Nous aussi d'ailleurs, hein, mais voilà, et que c'est aussi la verbalisation, tout ce qui va être, tous les mots qu'on va poser autour de ce qui se passe, qui va les aider. Alors on a trouvé aussi des petites ressources qu'on pourra vous proposer, notamment la cocotte des émotions. Alors moi, celle-là, elle me plaît particulièrement. Vous vous souvenez des cocottes en papier qu'on faisait il y a quelques années
hein. Il y a même une paire d'années, me montre ma collègue de la tête. Bon, alors oui, on est vieille, donc on faisait des cocottes en papier de notre temps. Vous savez, ces cocottes où on utilise les doigts pour faire. Je sais pas si ça vous. Je vois quelqu'un qui me dit oui, je connais aussi. Merci de nous soutenir. Vous savez, on mettait des ronds de couleurs et on mettait une petite phrase, soit sympa, soit moins sympa, soit humoristique. Et il fallait que la personne ou l'enfant, c'était souvent avec les enfants, disait par exemple 5 et on faisait marcher la cocotte jusqu'à tomber à 5. Et quelle couleur? Alors l'enfant choisissait une couleur et dessous on soulevait. Ben, ce principe-là, c'est la cocotte des émotions. Et donc c'est sur le même principe, sauf que c'est voilà la colère, la joie. La peur. Bref, la peur, et voilà, et ça permet à l'enfant et aux parents, du coup, de verbaliser. On a trouvé une autre source, mais que vous pouvez tout à fait adapter. Alors, vous verrez dans les ressources, il y a un site qui est plutôt tourné vers justement ces petits moyens qui nous propose soit alors la roue des émotions, qui est un peu sur le même principe qu'on fait tourner et l'enfant peut verbaliser autour de la peur, la colère, la joie, etc. Mais il y a aussi, il nous propose des cartes à jouer. Mais alors, c'est un peu cher, hein. Enfin, moi, à mon avis, pour ce que c'est sur le site, vous verrez. Mais vous pouvez tout à fait faire vos propres cartes à jouer. Avec ces différentes émotions. Et ce qui est intéressant dans le jeu qu'ils proposent eux, c'est sur le site marchand, c'est que il y a des cartes adultes et des cartes enfants. Donc, ça permet déjà à l'adulte, lui, de mesurer ses propres émotions avant et de pouvoir les analyser, se définir dans son émotion avant de pouvoir accueillir celle de l'enfant. Voilà, donc on trouvait ça un peu assez sympa, c'est des petits moyens, mais pour les tout petits, ça marche assez bien. Les smileys, tout le monde connaît ça maintenant entre les portables et le reste. Et c'est vrai que ça permet au petit de pouvoir dire l'état émotionnel dans lequel il est. Et ça permet aux parents d'accueillir cet état émotionnel et de verbaliser les choses avec lui. Et bah, t'as peur, mais qu'est-ce qui te fait peur? Ah, bah oui, tu vas pas pouvoir voir tes copains. Bah oui, mais ça va pas durer, t'inquiète pas. Voilà, enfin, pouvoir construire quelque chose d'un peu moins définitif sur ce qu'ils ressentent. Voilà, donc je vous laisse, si vous voulez, réagir, si quelqu'un a d'autres petits moyens, ou grands moyens d'ailleurs, hein, il n'y a pas que les petits moyens, a eu des idées là pendant toute cette période pour permettre aux enfants de dire leurs ressentis. Alors, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que comme les parents ont beaucoup été sur Internet, devant les écrans, il y a eu aussi toute cette on va dire, non-analyse de tout ce qu'ils ont entendu. Donc, même à froid, je pense que ça peut être intéressant de reprendre tout ce qu'ils ont entendu et qui n'était pas forcément ni tourné vers eux, ni très positif pour eux, en fait. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres... Personne ne veut intervenir? En fait, moi, je voulais juste dire... Oula, j'ai un écho. Que des fois, c'est pas évident en tant que parent de savoir jusqu'où on doit expliquer les choses. Et c'est vrai qu'il fallait expliquer un peu le virus sans rentrer dans les détails. Et des fois, je trouve que c'est pas tout à fait facile de trouver les bons mots déjà. Et d'arriver à rassurer, sachant que nous-mêmes ne sommes pas toujours très rassurés, et sans entrer trop dans les détails, parce que c'est vrai qu'à l'école, ils ont expliqué aussi très bien les choses. Mais du coup, des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop. Donc, il faut, voilà. Donc, et je trouve que c'est une question de dosage et c'est pas forcément évident, je trouve. Et je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite et ça dépend un petit peu de l'enfant, je pense aussi quand même. Et moi, je suis assez étonnée des fois qu'ils parlent avec autant de facilité du Covid, alors que moi-même, des fois, j'ai du mal à dire le mot Covid parce que c'est peut-être un peu difficile pour nous. Mais je pense
vous touchez du doigt les choses importantes, c'est-à-dire que ce que vous mettez derrière vos mots, l'enfant ne met pas forcément la même chose. Et c'est ça où on est parfois un peu en décalage, hein, c'est que l'enfant parfois arrive à mettre une distance où nous, pas forcément finalement, parce que nous, on va voir tout ce qu'il y a derrière et l'hospitalisation et la maladie, etc. L'enfant, il va pas forcément, alors selon son âge évidemment, hein, mais il va pas forcément aller jusque-là. Donc vous avez tout à fait raison, et c'est là où le travail de parents est difficile, c'est qu'il faut trouver où on s'arrête, et vous l'avez tout à fait bien mis en évidence, c'est à quel moment. En fait, je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite et que c'est cet enfant-là que vous avez, votre enfant, vous allez sentir là où il faut vous arrêter. C'est-à-dire que, à un moment, lui, il posera plus de questions et il sera plus dans ça. Il va passer à autre chose. Alors, en plus, plus l'enfant est petit, plus sa concentration va être courte et plus lui, il va avoir envie de parler d'autre chose et de passer à autre chose, notamment par le jeu. Donc voilà, c'est pas la peine non plus de s'apesantir trop longtemps si tout va bien. Enfin, je pense que voilà, l'enfant est capable, lui, de passer assez vite à autre chose. Et comme vous le dites très bien, il ne faut pas trop en rajouter non plus, quoi. Enfin, après, la mesure, dites-vous que c'est vous qui l'avez, la mesure. C'est-à-dire que c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Et à partir du moment où lui, il arrête de poser des questions, où il passe à autre chose, c'est que vos réponses, elles ont été suffisantes. Mais en tout cas, lui, il sait que vous avez ouvert une porte et que s'il a une question, il reviendra vers vous ou vers quelqu'un d'autre. S'il sent que vous, ça vous met en difficulté, il ira voir une tierce personne de la famille ou un ami ou quelqu'un d'autre, ou la maîtresse ou un copain pour continuer la conversation s'il sent que vous, ça vous gêne. Donc, les enfants, ils sont quand même assez extraordinaires. Donc, on arrive toujours voilà. Ou alors, vous, si vous êtes trop en difficulté, vous pouvez aussi passer le relais à quelqu'un d'autre. Et moi, là, justement, pour passer le relais, je passe à ma collègue qui voulait vous apporter une précision. Non, je voulais juste apporter la précision, effectivement, de la difficulté d'échanger avec l'enfant, mais aussi de la part de l'adulte par rapport à ses propres émotions, ses propres ressentis, comme pu l'évoquer Madame Juan tout à l'heure. Effectivement, on est en qualité de parent parfois en difficulté pour dire à son enfant, justement, qu'on peut avoir peur, qu'on peut être triste, etc. Et c'est des émotions que l'adulte transmet peu souvent à son enfant par crainte. Mais en même temps, l'enfant ressent, on le sait très bien, l'enfant est éponge et ressent absolument toutes les émotions, et surtout de son parent. Et je crois qu'il faut savoir lui poser qu'il peut y avoir une inquiétude en tant que parent, qu'on a peur un peu de cette maladie, sans en faire, voilà, mais que l'enfant comprenne et ressente aussi, que vous mettiez des mots sur vos propres émotions, c'est aussi un moyen pour l'enfant d'avoir ses propres repères et parfois de comprendre ce qui peut se passer aussi à la maison. Il faut savoir déculpabiliser par rapport à ses propres émotions qui sont naturelles et on peut les partager en sachant qu'on a bien vu que les médias ont rempli cette information du Covid, on baignait dans l'information dans tous les sens, autant la télévision qu'Internet, un peu partout. Et on se ressentait bien le stress et l'inquiétude de l'ensemble des adultes. Donc pour l'enfant, il n'y a pas quelque chose de complètement atypique d'entendre que son parent peut être inquiet. Voilà, mais voilà, on peut trouver des mots puisqu'il y a l'enfant aussi. Là, on évoquait l'enfant qui est en capacité de verbaliser, mais il y a également les enfants qui ne vont pas pouvoir le verbaliser. Pourtant, le tout petit ressent aussi forcément un certain nombre de choses. On a pu voir aussi et se poser des questions sur les enfants, les tout petits qui sont ont été privés de tout petits, on va dire, qui n'ont plus forcément recroisé également de tout petits et qui ont pu se retrouver dans un univers soit que d'adultes, soit voilà. Alors quand il y a la fratrie, ça pouvait être un peu plus simple, mais aussi voilà, eux également, on peut leur poser des mots et sur les ressentis avec le tout petit, c'est aussi important de pouvoir le verbaliser. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou faire part de son expérience?
pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. On vous entend. Oui, ça va. Non, là, je rebondissais juste, elle était tout petite parce que moi, j'ai... Alors, effectivement, là, on est en difficulté. Ça Donc, hache énormément. On ne vous entend pas bien. Ah. Vous ne m'entendez pas du tout? Là, c'est mieux. Il y a des moments où on vous entend et d'autres où c'était plus haché. On va essayer de reprendre. Allez-y. Et donc, en fait, j'ai une petite de 2 ans et donc au premier confinement, bon, bah, on lui expliquait comme on pouvait. En fait, on avait l'impression que ça irait. Et puis, quand ça a réouvert, on l'a emmené à la structure. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, nous, on avait l'impression d'être serein. Et elle, par contre, n'a pas du tout été sereine. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je dis Magassé, c'est pas évident parce que elle pleurait tout le temps. Elle essayait justement d'être qu'avec moi. Et c'est vrai qu'en tant que parent, bah, on s'inquiète un peu, on sait pas trop quoi faire. Et on se dit, bah, ils sont tout petits, ils peuvent pas exprimer, même si on leur dit, mais c'est pas s'inquiéter ou des choses comme ça, eux, ils le ressentent autrement. Donc voilà, c'est juste ce que je disais, ça pouvait être un peu compliqué. Et là, pour le deuxième, là, c'est passé en avril, c'est pareil, en fait, elle s'est manifestée qu'elle n'arrivait plus vraiment à dormir. C'est-à-dire qu'elle se réveillait dans la nuit, alors qu'avant, elle ne me le faisait pas. Et de nouveau, elle se remettait à se réveiller la nuit. Voilà. Donc bon, j'ai essayé de la calmer, de lui dire que ça allait bien, qu'elle était à la maison, tranquillement, enfin à la nuit, quoi, que ça fait bien. Et petit à petit, elle était revenue dans l'ordre. Mais voilà, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, effectivement. Oui. Donc, comme vous dites, ça, c'est sûr que c'est compliqué, d'autant que on n'est pas revenu à un retour entre guillemets à la normale, que ce soit dans les écoles, dans les crèches ou même chez les assistants maternels. Eh bien, les rythmes pour l'enfant ont été différents. Ne serait-ce que les adultes ne pouvaient plus forcément entrer dans les structures. Il y a eu effectivement du coup des professionnels autant dans l'enseignement que dans nos structures masquées, qui était quelque chose de différent pour l'enfant, parce que pendant le confinement, ils ont pu vous apercevoir quand vous sortez masqué, mais votre visage, ils le voyaient. Et là, ça a pu être la surprise en revenant dans ces collectivités de retrouver l'ensemble de ces visages masqués. Et avec un certain nombre de protocoles qui ont un petit peu changé et cassé les rythmes. Et là aussi, les enfants, en fait, ont pu être inquiets et perturbés par rapport à une reprise qui n'était pas, où ils n'ont pas retrouvé l'ensemble de leurs repères. Et puis, comme pour toute chose, je dirais, les choses se digèrent et que l'enfant, lui aussi, a ses émotions. Il lui a fallu du temps, il peut leur falloir du temps pour se retrouver aussi et retrouver la sérénité, le calme et être à nouveau rassuré. C'est vrai. Après, c'est vrai que les enfants sont... Ce qui est difficile aussi, c'est que c'est un danger qui n'est pas palpable. C'est un danger qui sentent au travers des adultes, mais qui ne... Enfin, voilà, c'est complètement abstrait. Et tout ce qui est abstrait, c'est compliqué pour un enfant. Donc... Voilà, moi, comme dit Sandrine, je pense que les changements de rythme, voilà, pour ces enfants qui sont accueillis habituellement, puis de nouveau, les changements d'habitude, tout ça sont vraiment difficiles à vivre pour eux. De savoir que maman, même si vous travaillez, vous êtes quand même à la maison en télétravail. Le télétravail pour les enfants, c'est incompréhensible. C'est quelque chose que c'est soit on travaille, soit on travaille pas. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'imaginer pour un enfant que son parent travaille à la maison. Enfin, c'est compliqué. Et puis, il n'y a plus d'espace entre le familial et le professionnel. Bien souvent, les espaces, ils sont imbriqués.
et c'est beaucoup moins facile du coup au niveau de l'organisation et tout ça. Et même si l'enfant est tout petit, il le perçoit ça. Nous, ça c'est des choses qu'on voit très souvent dans nos structures, des parents qui un jour par exemple ne travaillent pas et arrivent en jogging, etc. Et nous déjà on perçoit que le parent ne travaille pas et il a tout à fait, voilà, il peut profiter et amener quand même son enfant, ça c'est aucun souci. Mais souvent, comme c'est pas verbalisé, le parent pense que l'enfant ne, bon, pour lui, ça change rien à partir du moment où il va à la crèche à la même heure. Mais en fait, l'enfant, il perçoit. Il y a plein de plein de petits signes que l'enfant perçoit et il sait que bah, son parent, il est à la maison en fait. Et que bien souvent, c'est des journées qui se passent un petit peu moins bien pour l'enfant parce que ça n'a pas été verbalisé et qu'il vaut mieux un parent qui dit bah non, effectivement, moi j'ai quelque chose à faire à la maison, toi tu vas t'ennuyer, tu es bien mieux avec tes copains, je t'emmène à la crèche, mais moi je travaille à la maison, j'ai quelque chose à faire à la maison et c'est souvent bien mieux perçu alors que c'est la même chose, hein, l'arrivée voilà, pour le parent comme pour l'enfant, lui il est à la crèche, le parent il est à la maison. Mais sauf que pour l'enfant, les mots ont été posés sur ce qui s'est passé et il va pouvoir percevoir sa journée de manière différente et le parent a évoqué que l'enfant bah, il peut pas, que c'est pas intéressant pour lui d'être à ce moment-là, il sera pas disponible le parent. L'enfant est tout à fait capable au moins de l'entendre. Donc c'est tout ça, c'est tous ces changements de rythme, toutes ces petites choses qui peuvent pour nous c'est imperceptible, mais pour eux c'est le fonctionnement n'est pas du tout le même que d'habitude. Et puis c'est pas forcément les mêmes copains. On a eu quand même il y a eu aussi beaucoup d'absences, que ce soit chez les assistantes maternelles, que ce soit dans nos structures. Il y a eu beaucoup d'absences, soit parce que les parents télétravaillaient, soit parce que ils étaient malades, soit parce que c'est l'enfant qui était malade ou en isolement. Et du coup, toutes ces notions de copains, bah, c'était plus du tout les mêmes, quoi. Et ça, pour l'enfant, c'est compliqué. On sait que les changements de rythme et d'habitude pour les enfants sont compliqués. Mais à partir du moment où vous le verbalisez déjà, vous pouvez poser des mots sur ce qui se passe, bah, vous avez dit vous-même, c'est rentré dans l'ordre après. Ça veut dire que ça va pas être inscrit définitivement pour l'enfant comme quelque chose de néfaste. Voilà, ça a été une période un peu difficile, mais vous avez su y faire pour que ça se passe bien quand même finalement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est bon. Je dois avoir un problème de... Alors, une autre question qui est revenue et dont on parle beaucoup, qui peut être une inquiétude de la part de vous, parents, mais aussi dans les médias et de certains professionnels, c'est le port du masque. Le port du masque, bien sûr, là, on va parler du port du masque par les adultes, hein, mais l'enfant faisant face à l'ensemble de ces adultes qui sont masqués. Alors, effectivement, on a un certain nombre de retours qui sont assez contrastés. Il y a les observations qui peuvent être faites par les professionnels hein, au sein des crèches, mais aussi des études diverses de spécialistes en neurosciences qui sont pas toujours d'accord, il faut le savoir, ou qui peuvent avoir des points de vue différents. Ce qu'on va pouvoir se dire, c'est que, bien sûr, on n'a pas à ce jour encore le recul nécessaire pour avoir l'ensemble des impacts que ça a pu avoir sur les enfants. Et puis, il y a tout le contexte qui va avec, bien sûr, puisque c'est le contexte familial, hein, bien sûr, où l'enfant va pouvoir dialoguer également, si il a pu voir la famille, pas voir la famille, la proximité ou pas du tout. Voilà, c'est tout ça, bien sûr, qui a pu également avoir des impacts, parce que, bon, voilà, forcément, quand même, à la maison, vous avez pu retirer le masque avec vos enfants. Donc nous, les professionnels, sont toutes masqués effectivement au sein des structures. Et la grosse interrogation qui se pose en général pour les parents, c'est tout ce qui est autour de notamment l'acquisition du langage et même le développement sensoriel moteur de l'enfant.
effectivement. Donc, comme je vous disais, on a pu noter des enquêtes un peu contrastées, certaines qui spécifiaient que globalement l'enfant sait s'adapter et que eh bien l'enfant trouvait par ailleurs des repères, notamment par rapport, puisque l'enfant regarde énormément le visage, et que l'enfant est en capacité de repérer et les émotions et le langage par l'expression notamment du haut du visage. Donc effectivement, suivant l'âge des enfants, on sait par les neurosciences que l'enfant a une visibilité plus ou moins importante, soit sur le haut du regard, ce qui est d'ailleurs jusqu'à environ 6 mois plutôt, l'enfant porte plutôt son attention sur les yeux des adultes. C'est un petit peu plus tard, jusqu'à 1 an, qu'il va attirer l'attention autour de la bouche, mais il va ensuite reprendre l'ensemble du visage et revenir sur les yeux. Donc l'expression des yeux est aussi importante dans tout ce qui est de la transmission à l'enfant. Alors, il y a aussi que ce masque, il est également une entrave pour l'adulte. Donc, l'interaction, elle est double par rapport à ça, c'est-à-dire, voilà, ce que voit l'enfant, mais aussi, c'est, comme je l'ai évoqué, une entrave pour l'adulte, et qui peuvent, au bout d'un moment, au bout d'une journée, voilà, avec le port du masque, peut-être moins parler, s'essouffler. Les bruits sont effectivement plus étouffés. Donc, on a d'autres contrastes, voilà, que je vous disais au niveau des études, qui disent, eh ben, voilà, oui, mais l'enfant ne repère pas forcément d'où vient le son. Alors, j'apporte une petite précision avant. Là, on parle vraiment de l'enfant. On est vraiment sur l'enfant de moins de 3 ans. On est sur d'autres choses par rapport à l'apprentissage au niveau de l'école. Voilà, on parle vraiment de l'enfant dans son acquisition, dans l'acquisition du langage notamment. Et donc, il faut savoir que effectivement, l'enfant va porter son attention différemment. Et donc, oui, les professionnels observaient soit effectivement que les enfants ne pouvaient ne pas percevoir d'où venait, quand on leur parlait, le son, c'est-à-dire quel adulte éventuellement leur parlait. Ça pouvait être quelque chose de compliqué, et un son plus étouffé. Donc, effectivement, on pouvait demander aux adultes de parler plus fort, d'exprimer un peu plus leurs émotions avec l'autre visage, mais sur toute une journée, ça peut devenir quelque chose d'un petit peu fatigant et qui est lourd, donc qui peut entraver effectivement à la longue. Après, c'est aussi voilà tout le contexte et les ressources qui vont pouvoir être utilisées, qui vont pouvoir aider et accompagner les enfants. On a plein d'outils, on vous a évoqué là dans la semaine petite ligne un certain nombre de fiches de techniques. On a parlé du chant, on a parlé de la lecture. Voilà, qui sont aussi des ressources pour pouvoir accompagner l'enfant là-dessus. Et j'ai envie de dire également, bon, si ce port du masque a pu gêner l'enfant, si l'enfant va mettre un peu plus de temps, c'est pas très grave dans son apprentissage. Il s'agit pas, voilà, là où il faut commencer à s'inquiéter, c'est quand vraiment l'enfant, au-delà de 3 ans, pose pas de vocalise, ne répète pas, etc. Mais on a effectivement des choses qui sont revenues autres. Voilà, des choses qui sont revenues autres. Et notamment, on a trouvé, nous, des astuces et des jeux qui peuvent être utilisés avec l'enfant pour stimuler justement tout ce qui est autour du son, que l'enfant, il baigne dans un monde sensoriel. Donc, pour lui, c'est intéressant. Et donc, il y a d'autres jeux qui peuvent être de limiter déjà les bruits ambiants quand on est et qu'on parle à un enfant, c'est-à-dire voilà, éviter le brouhaha, etc. Bien sûr, dans un contexte, voilà, c'est regarder l'enfant et parfois pouvoir se mettre également à sa hauteur pour voir qui s'adresse notamment à lui. Il y a, comme je l'ai évoqué, le fait d'utiliser un peu plus et de forcer ses traits pour que l'enfant repère un peu mieux votre état émotionnel et ce que vous souhaitez lui transmettre. Donc, ça peut être d'accentuer les mouvements de front, de sourcils, etc. Donc, ça, c'est aussi important.
Et puis, le fait, si votre enfant est dans une fratrie, et ben effectivement, ou qu'il est en crèche dans une ambiance voilà, où il y a des plus grands et des plus petits, ça va être forcément une richesse aussi, là, parce qu'il va pouvoir être dans l'écoute de langage et d'échange et de communication, parce que c'est ça qui est aussi important. Moi, je voulais juste rajouter effectivement que les enfants entre eux, tous ceux qui sont baignés dans un monde d'enfants sont effectivement chanceux puisque les autres enfants n'ont pas de masque. Et ça, c'est vraiment un vrai plus par rapport à l'adulte vis-à-vis des enfants. Voilà, et qu'il y a pas mal de ressources qui sont trouvées dans les structures petite enfance, notamment à parler à travers, enfin à faire des comptines derrière une vitre ou pouvoir s'éloigner suffisamment des enfants pour pouvoir, sur un très court moment, enlever le masque pour bien montrer et pour pouvoir mimer la comptine. Oui, et ben dans les mimes, il y a aussi l'usage de tous les signes. Je pense qu'on entend beaucoup parler. Voilà, on se met à parler avec les mains. Vous avez certainement entendu parler. Vous trouverez un certain nombre de sites où vous pourrez facilement apprendre les premiers gestes, voilà, de langage, on va dire signé pour les enfants. Là, voilà, de langage signé. Donc ça, c'est aussi un facteur qui permet d'une part à l'enfant d'échanger, de dialoguer avec vous et de transmettre son émotion. Alors, on me pose la question, là, je vois, n'y a-t-il pas de masque inclusif transparent? Alors, effectivement, il y a eu, et notamment la CAF a fourni quelques masques transparents. Alors, ils ont malheureusement, plusieurs inconvénients. Le premier, on doit vous le dire, ils sont fortement inconfortables pour les adultes et il y a rapidement une sorte de buée puisque c'est une forme de plastique, je pense PVC, je ne sais pas exactement la matière, mais enfin bon. Et donc assez rapidement, il y a une buée qui se forme et ça c'est assez gênant. Et qui plus est, ils ne sont pas complètement forcément transparents, puisqu'il est bien obligé qu'il y ait un renfort au niveau du nez. Il y a donc des bandes de tissu. Et on est dans la même manière sur une section du visage, et donc c'est pas forcément si convaincant que ça, en tout cas. Et par contre, il peut être utilisé peut-être un tout petit peu à un moment pour présenter le visage à l'adulte, à l'enfant, pardon, ou si on veut faire des jeux de bouche, etc. Mais ça n'a pas été une expérience en tout cas concluante et on vous dit même par rapport à l'enfant sur sa perception du visage, c'était voilà, ça sectionnait au niveau du visage, la perception pour l'enfant. Donc, c'était pas forcément une grande réussite non plus. En tout cas, nous, les professionnels, on n'a pas été convaincus du tout. Moi, j'ai essayé de le porter pendant toute une matinée d'accueil sur le lieu d'accueil enfants-parents. Et j'ai assez vite abandonné. Enfin, on en a discuté avec des mamans, d'ailleurs, je me souviens. Et franchement, on n'a pas trouvé... Enfin, d'une part, c'est inconfortable pour l'adulte. D'autre part, on n'était vraiment pas certain que ça apporte quelque chose à l'enfant. Bon, et puis on a pu le voir, parce que au sein de l'ensemble des crèches, je parle pas, alors DIA sur la ville de Bonne-Merci, mais en échangeant un petit peu, bien sûr, avec des collègues d'autres communes, etc., sur l'usage du masque, ou même il y a eu quelques retours qu'on a pu avoir d'articles. Ils n'ont pas forcément eu un très grand succès, effectivement, malheureusement. Non. Voilà. Alors, il y a une question sur les informations, avez-vous des informations sur l'impact du port du masque et l'apprentissage du langage? Alors, donc Sandrine a en partie répondu. Il y a plusieurs articles, vous verrez. On vous a mis les liens pour pouvoir aller creuser un petit peu, parce qu'on pourrait parler comme ça jusqu'à demain. Et je pense qu'à un moment donné, vous demanderez grâce. Mais il y a des études qui sont plus ou moins pas contradictoires, mais voilà, les avis sont différents selon les sources.
Nous, ce qu'on en a ressorti globalement, et on était assez d'accord, c'est que c'est vraiment le milieu éducatif et culturel qui va faire la différence. Je m'explique. Des enfants qui sont baignés par ailleurs dans un bain de langage à la maison, où il y a des livres, puisque Sandrine vous a dit, voilà, nous on a beaucoup travaillé autour des supports de jeux, parce qu'évidemment les enfants, tout passe par le jeu, hein, le jeu, les livres, les comptines, les chants, et tout ça, c'est vraiment, c'est ce qui va activer, on va dire, au niveau du cerveau, les connexions, et qui va faire en sorte que l'enfant va avoir envie de développer le langage. Donc, plus le milieu dans lequel il est sera baigné de lecture, de chant, de musique, voilà, de paroles, plus l'enfant va, s'il n'a pas de trouble, bien sûr, par ailleurs, va avoir envie de développer sa communication. Et parfois, on a vu même des enfants qui commençaient à parler tardivement, mais très très bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi où en est l'évolution de votre propre enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont plus moteurs dans un premier temps, qui vont d'abord explorer de partout, mais par contre, le langage, ça vient qu'après. D'autres enfants vont très très bien vite maîtriser les mots, etc., faire même des phrases tout de suite, mais par contre ne seront pas propres ou non. Voilà. Donc un enfant ne peut pas tout faire en même temps, ça c'est certain. Donc dites-vous bien que s'il n'a pas développé du tout le langage, c'est peut-être parce qu'il a développé d'autres choses par ailleurs. Maintenant, il faut quand même se poser la question. Non, je voulais juste apporter une précision que, qui plus est, l'apprentissage du langage ne passe absolument pas exclusivement pour l'enfant par effectivement simplement une reconnaissance au niveau de la bouche, mais il y a aussi tout ce qui est très important, toutes les intonations que vous pouvez donner quand on parle, parce qu'en fait on en a énormément, voilà, sur le ton de la voix, il y a énormément de choses qui passent. Et ça aussi, ce sont des informations importantes pour l'apprentissage du langage pour l'enfant et qui vont le motiver et qui va être aussi la communication. Et là, toutes les interactions que l'enfant peut avoir dans son contexte familial ou intrafamilial. Voilà, extra-familial plutôt, sont forcément aussi intéressantes pour l'enfant et qui peuvent être moteurs également pour lui au niveau de l'apprentissage du langage. Après, la reconnaissance du son, comme Catherine l'évoquait, elle peut être un peu perturbée par l'effet du masque, mais vous, à la maison, je pense que vous pouvez vous parler à votre enfant sans masque, donc voilà, il va retrouver dans les sons et il va pouvoir ça se corrigera de soi, voilà. Ça se corrigera tout seul, même si au début il y a des petites choses d'ailleurs certains enfants ne parlent pas très bien tout de suite non plus, c'est-à-dire qu'il va d'abord se familiariser avec les sons et ensuite il va développer un langage plus élaboré, donc il y a des étapes aussi dans l'acquisition du langage et voilà. Moi je voulais souligner le travail, et ça vous a pas échappé, tous ceux dont leurs enfants ont fréquenté nos crèches ou les fréquentent actuellement. On a un énorme travail de partenariat avec la médiathèque parce que nous sommes toutes vraiment archi convaincus de l'intérêt du livre et de l'oralité, dans le sens la transmission de l'oral pour le développement du langage chez les jeunes enfants, et c'est pour ça qu'on développe ces partenariats. Donc en plus, on a la chance à Bois d'Arcy d'avoir une équipe de médiathèque motivée qui propose plein de choses. Il y a l'heure du conte, il y a le bébé booking. Vous pouvez tout à fait emprunter des livres, fréquenter les médiathèques avec votre enfant. Vous avez, voilà, il y a beaucoup de ressources et de moments que vous pouvez partager. Alors certes, ils ont été moindres puisque avec la Covid, malheureusement, il y a eu beaucoup moins de possibilités de faire ces rencontres, mais là, bon, ça va reprendre. Enfin, ça a déjà un peu repris, mais je pense, j'espère qu'à la rentrée, ce sera vraiment
définitif et qu'il n'y aura pas de nouveau une interruption. Mais voilà, tous ces moments de partage autour du livre, même à la maison, vous prenez votre enfant sur les genoux et vous lisez un livre avec lui. Bien sûr, vous allez me dire, lire, ça peut être aussi simplement une désignation de l'image avec, en nommant la maison, le chat, le chien, etc. Et l'enfant, assez vite, est captivé autour des mots, de la musicalité, de ce que disait Sandrine, de tout ce qui... Il va s'en saisir, hein, c'est quelque chose, même si vous en apercevez pas tout de suite, mais il peut mémoriser un certain nombre d'éléments et puis à un moment donné les associer pour en faire sa propre rythmique, j'allais dire. Donc c'est vraiment ça qui va donner envie, parce que c'est ça le sujet, c'est donner envie à l'enfant de développer son langage. Et justement, par rapport à cette envie, on sait que voilà, et dernièrement, il y a les politiques petite enfance qui tendent à introduire de plus en plus la culture dans les crèches, parce que justement, elle contribue à la fois sur tout le volet de la socialisation de l'enfant, mais aussi justement à ce développement de langage, par le fait que l'enfant va expérimenter plein de nouvelles choses. Donc, quand on dit la culture pour l'enfant, c'est effectivement à la fois les livres, les chants, les comptines, mais plein d'activités, ou le petit spectacle qu'il peut aller voir, où il va se retrouver, où il va vivre de nouvelles expériences également, puisque là, c'est dans des univers un petit peu différents, empreints de musicalité, de lumière différentes, qui vont attirer son attention autrement également. Et c'est là aussi où c'est important, il faut pouvoir utiliser la culture, utiliser avec votre enfant, ne pas hésiter à aller voir des spectacles, mais ça peut être même des expositions de peinture, etc. Parce que les enfants peuvent tout à fait y être au sensible, même s'ils n'auront sûrement pas la même interprétation que vous, mais ils ont un imaginaire très riche et c'est tout à fait intéressant. Alors, je parle pas forcément de vous faire tout le Louvre avec les tout petits, mais voilà, il y a plein de choses autour de la culture aussi qui peuvent aider et contribuer à tout ça. Toutes les nouvelles expériences que va vivre l'enfant également sont empreintes de choses où il se nourrit pour avoir aussi envie après d'échanger, de dialoguer et vivre ces nouvelles expériences. Et puis il y a aussi l'attitude de l'adulte devant le langage, c'est-à-dire que un parent qui ne parle pas, on en a eu l'expérience nous dans nos structures, un parent qui dit mais moi je parle très peu, mon mari ne parle pas. Et voilà, on n'est pas très étonné non plus que l'enfant n'est pas forcément, c'est pas, voilà, le lien ne passe pas, il passe probablement par d'autres canaux que celui-ci. Et probablement qu'il faudra un petit peu plus que les parents eux-mêmes développent le langage pour que l'enfant ait envie de développer lui-même le langage. Voilà, donc après il y a aussi des petites astuces comme mettre un petit peu la tétine de côté, des choses comme ça. Alors je sais que c'est pas toujours simple, mais on le voit beaucoup aussi, ces parents qui ont trouvé l'astuce de dire je ne comprends pas ce que tu me dis, ce qui est souvent vrai, hein. Tu poses ta tétine pour me dire ce que tu veux me dire parce que sinon je ne comprends pas. Et assez rapidement l'enfant ça va l'énerver. Qu'on ne rentre pas dans la discussion avec lui ou qu'on ne réponde pas à ses attentes. Et ça marche assez bien. Enfin, moi, on a vu faire pas mal de mamans ou de papas faire ça. Et c'est vrai que ça pousse l'enfant à dire oui, effectivement, il ne comprend pas. Je pose ma tétine. Ils le font facilement. En plus, il suffit de leur dire parce qu'ils n'en ont pas besoin tout le temps et que voilà. Donc, c'est des choses que nous, c'est une pratique qu'on a souvent dans nos structures et qui favorise quand même aussi le langage plutôt que marmonner derrière sa tétine. C'est pas, voilà, ça on ne comprend rien déjà et puis ça ne donne pas envie à l'enfant de faire des efforts non plus pour se faire comprendre. Voilà. Ou alors il désigne les objets, s'il les a tout de suite, voilà, c'est plus compliqué pour le parent, mais de dire écoute, je ne comprends pas ce que tu veux, voilà, et plutôt que de désigner l'objet, faut essayer de lui faire dire et nommer, ah, tu veux ça, d'accord. Voilà, parce que c'est ça qui va faire que l'enfant va trouver l'utilité aussi du langage. Voilà. Donc le masque, c'est une chose, mais c'est pas que le masque qui. Enfin, je pense que vous avez compris qu'il y a tout un contexte
Voilà. Et bien sûr, il y a aussi, après, pour un enfant qui vraiment, dans le temps, on constate qu'il ne développe pas son langage, là, il faut aussi, bien sûr, consulter si jamais on voit qu'il y a une difficulté ou que ça inquiète le parent. Souvent, les inquiétudes des parents, voilà, sont fondées. Vous connaissez vos enfants et il ne faut pas hésiter à consulter votre pédiatre pour dire, ben, moi, je me pose des questions par rapport au langage. Il saura vous rassurer ou au contraire vous envoyer vers quelqu'un pour déceler une sourdité ou un problème autre qu'on n'avait pas forcément voilà, trouvé. Mais c'est bien sûr pas, et heureusement pas la majorité des enfants. Mais c'est vrai que durant cette période et le port du masque, notamment sur l'apprentissage du langage, effectivement, faut peut-être à la maison s'efforcer d'en faire un peu plus, de parler un peu plus, enfin un peu plus avec l'enfant, bien sûr, voilà, et de profiter, voilà, de ce qu'on vous disait, les ressources comptines, livres, mais aussi pas hésiter, même si on est d'accord que l'écran n'est pas forcément recommandé très longtemps ou pas aux enfants, mais ça peut être aussi de dialoguer via ces écrans, et là pour le coup ça peut avoir un intérêt avec la famille peut-être qui n'a pas pu voir ou qui sont au loin, et même si voilà, alors on entend hein, sur des petits temps, mais voilà, tout vecteur, on va dire, peut être intéressant de communication, peut être intéressant, et qu'il faut peut-être renforcer un petit peu plus en ce moment, ces moments-là avec les enfants. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou faire part de son expérience ou poser des questions? Est-ce que ça vous parle, tout ce qu'on vous raconte, ou tout le monde dort? Oui. Bah, moi, ça me parle plutôt, on va dire. Après, nous, on est moins concernés puisque notre enfant, il porte pas le masque du coup. Et j'ai remarqué surtout qu'en fait, les enfants jouaient beaucoup avec. En tout cas, le petit de 1 an, la première chose, c'est il tire dessus dès qu'il voit maman ou voilà, ou papa. Donc après, j'ai pas vu de différence. J'ai l'impression que c'est plutôt moi que ça me choque beaucoup des fois de voir tous les enfants masqués. Enfin, j'avoue que la dernière fois je suis passée près de l'école, j'ai vu dans la rue des enfants masqués, ça m'a fait quand même un peu bizarre en fait. Je me dis on était dans quand même une drôle d'époque quand même, je trouve. Mais j'ai pas trouvé de différence en fait. Alors peut-être parce qu'ils le portent pas en fait. Je pense que ceux qui le portent c'est peut-être un peu plus compliqué, peut-être à vivre quand ils sont un peu plus grands en fait. Je pense que c'est effectivement pas la même chose selon l'âge de l'enfant, en fait. Ils le vivent différemment selon leur âge. Et il est certain, enfin, ça rejoint ce que je vous disais au début, c'est que notre ressenti d'adulte n'est pas forcément le même pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous choquent ou nous gênent, et que lui, finalement, je pense que l'enfant, il va être plus dérangé, lui, par pas voir ses copains pendant un certain temps, ou être coupé, de pas pouvoir faire une activité, son sport habituel, etc. Peut-être plus, alors je modère mon propos, hein, mais peut-être plus finalement que le masque à l'école, comme tout le monde l'a, et que c'est obligatoire de toute façon. Voilà, les enfants s'adaptent beaucoup. Après, c'est pas parce qu'ils s'adaptent que ça les gêne pas. Mais globalement, je pense qu'ils sont pas gênés forcément par les mêmes choses que nous. Oui. Effectivement, on a pu remarquer que autant les enfants qui fréquentent les crèches, qui ont vu les professionnels masqués, ils sont revenus, les choses sont passées. Mais effectivement, au lieu d'accueil, on repère un certain nombre d'enfants qui essaient de retirer le masque à papa, maman qui est venu l'accompagner, parce que là, forcément pour lui, c'est plus, il a peut-être moins l'habitude de vous voir porter le masque. Et puis en plus, le lieu d'accueil, c'est un temps d'échange entre lui et vous, et que ça leur déplaît certainement. Donc effectivement, parfois, l'enfant, il exprime que ce masque peut le déranger parce qu'il a envie de communiquer autrement. Voilà. Mais enfin, après, voilà, il s'est retrouvé. Voilà, on l'a plus vu, voilà, sur ce contexte que je viens de vous expliquer,
que bon, au niveau des professionnels. Après, comme on vous le disait, ou nous on peut le faire aussi sur le lieu d'accueil ou les professionnels au sein des crèches, on peut en s'éloignant par moment juste voilà présenter au moins notre visage à l'enfant pour qu'il nous reconnaisse, parce que quand ils sont revenus et qu'on était tous masqués, ça pouvait être un peu compliqué. Donc juste en s'éloignant, donc effectivement il peut y avoir des yeux étonnés parfois des enfants qui voilà, mais on remet le masque et voilà, ils se font afficher facilement. Alors moi, j'ai pris l'habitude, par exemple, en lieu d'accueil enfants-parents, de toujours voilà, montrer quand même le visage. Voilà, bonjour, je m'appelle Catherine, je suis accueillante, et montrer mon visage, et ensuite je remets le masque. Parce que je pense que c'est quand même important que l'enfant voit qu'on n'est pas qu'une demi-tête, déjà. Non, mais je veux dire qu'il a besoin d'avoir une perception dans l'intégralité en fait de la personne, et il va pouvoir aussi repérer si c'est une tête avenante ou pas trop, quoi, s'il doit s'en méfier ou pas trop, etc., etc. Donc pour moi ça fait partie de l'accueil, mais j'ai aussi vu des adultes en entretien de recrutement qui faisaient la même chose. Donc je pense que c'est quand même important, même nous en tant qu'adultes, de pouvoir voilà, montrer notre visage. Voilà, il y a une personne qui dit, je trouve que les enfants s'adaptent, il faut beaucoup leur expliquer les choses. Ça, oui. J'ai constaté que les enfants sont moins expressifs dans la rue, le masque cachant nos expressions. Et c'est là où effectivement, c'est important de verbaliser énormément ce qu'on ressent, si on est content de les retrouver, etc. Et c'est voilà, la verbalisation doit vraiment devenir presque systématique tant qu'on portera ces masques et qu'ils ne pourront pas voir notre sourire, quoi, clairement. Même si on peut sourire dans la voix et avec les yeux, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. C'est insister sur ces émotions, sur voilà, tout le haut du visage qu'on peut, voilà, on peut sourire avec les yeux également. Bon, c'est pas toujours facile, hein, mais on est d'accord. Mais oui, c'est vrai. Mais bon, ils s'adaptent, mais oui, parfois il faut penser à faire le bisou avant de mettre le masque, c'est vrai. Parfois, ils n'ont pas forcément le choix que de s'adapter, mais non plus en fait en même temps. Ils doivent développer d'autres capacités qu'on trouvera dans quelques années probablement. Voilà, et peut-être développer d'autres sens que la vue, peut-être aussi. Je ne sais pas. L'avenir nous dira, peut-être. Alors d'autant que la Haute Autorité de Santé a quand même fait des relevés et quand même les priori, il montrerait que les enfants sont quand même peu transmetteurs, on va dire, hein, du virus, et que bon, c'était plus au niveau adulte et que voilà, pouvait se poser la question dans le pardon. Adultes et ados. Ceux qui sont plus porteurs. Ah oui. Non, là, je parlais du tout petit, hein, qui était peu porteur. Donc après, se poser la question, effectivement, à un moment, je pense qu'il y aura une réflexion sur, eh bien, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que les professionnels, notamment en crèche, continuent de porter le masque, d'autant que les transmissions ne sont pas forcément que par la bouche. Il y a forcément une grande proximité corporelle déjà. Tout ce qui est lié aux soins également, qui fait que les enfants ils mouchent, bavent, etc. Voilà, donc on les change, voilà. On les donc mouche. Le risque n'est pas forcément que à ce niveau-là, au niveau des professionnels. Donc peut-être que c'est quelque chose, en tout cas pour les tout petits, les crèches, qui pourra évoluer. On a là aucune remontée hein, pour le moment, simplement l'avis du Haut Conseil de la Santé qui l'évoquait. Avez-vous d'autres questions ou des réflexions sur cette thématique ou une autre, hein, d'ailleurs, qu'on peut. Et est-ce que ça vous a intéressé cette visio-conférence? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde? Est-ce que ça mérite que notre attention se porte à des sujets comme ça qui pourraient répondre à vos attentes? On vous laisse réfléchir, hein, on n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Mais en tout cas, ce serait intéressant pour nous d'avoir vos retours sur l'intérêt de ce type d'échange. Et puis, voilà. Madame Tatevin, allez-y. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant.
Je suis vous m'entendez? Oui, Oui, on je t'entends. Oui, c'est bon. En fait, moi, aujourd'hui, mon inquiétude, en fait, on va dire, pour mon enfant, c'est plutôt que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lassitude qui se présente par moment. Parce qu'à chaque fois, il me dit, par exemple, de voir ses grands-parents. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué, surtout que le papy, il a une grave maladie. Donc on évite les contacts. Du coup, c'est très compliqué. Et en fait, on a du mal à donner de la perspective. Et bon, des fois, il l'accepte, et puis des fois, ça recommence. Et j'aimerais avoir des clés pour essayer de lui donner de la perspective dans ce contexte qui est très compliqué, en fait. Et ouais, moi, je trouve qu'on dit beaucoup, bon là, on l'a encore dit ce soir, que les enfants s'adaptaient. Moi, je partage tout à fait. On a dit qu'il y avait beaucoup de résilience chez les enfants. Mais je trouve qu'il faut faire attention parce qu'à force de dire ça, ça reste des personnes avec voilà, leur complexité, leurs émotions, ils évoluent, voilà, il y a des régressions, il y a des... Et du coup, je trouve je pense qu'ils ont des capacités d'adaptation, mais ils ont leurs limites aussi. Et voilà, il y a des... Moi, des fois, voilà, je me sens un peu en difficulté pour donner la perspective, quoi. Il me dit quand est-ce que ça s'arrête, la cour de récréation, elle est séparée en 2. Je peux pas parce que ça fait des mois qu'il a son petit copain qui est dans une autre classe, donc ils peuvent pas manger ensemble, ils peuvent pas jouer à la récréation et ça dure en fait. Et c'est vrai qu'au début on se disait bon c'est quelques mois, on en arrive en une année. Donc sans être pessimiste, voilà, des fois c'est un peu compliqué de donner de la perspective en fait. Et aujourd'hui j'aimerais avoir des clés, des mots, enfin je sais pas, des façons de faire pour la perspective, voilà. Elle va être compliquée parce que d'autant ça. qu'on adulte, Oui, on oui. n'a pas. C'est ça, non mais c'est ça toute la difficulté en fait. Donc nous, on partage nos émotions aussi, comme on le disait au début. Hein. Nous-mêmes, on a eu nos difficultés, on est loin de nos collègues, nos familles, nos amis, donc on lui exprime que par moments ça va pas, nous aussi qu'on est triste, puisqu'il le voit de toute façon. Mais voilà, après, on se sent obligé en tant que parents d'être là aussi pour motiver, pour donner de la pêche, voilà. Mais des fois, en fait, c'est un peu compliqué de trouver... Voilà, parce que là, ça commence à durer un peu, quoi. La notion du temps, c'est pas la même pour eux que pour nous. Hein. Oui, oui. C'est aussi un facteur à avoir bien en tête et que déjà nous c'est long, mais alors pour eux, enfin ils ont du mal en plus à se projeter. Enfin la notion du temps, elle est vraiment. Donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait réfléchir aussi sur la notion du temps et comment aborder le temps avec les tout petits, le temps de l'adulte et le temps de l'enfant. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. Ensuite, dans votre interrogation, moi, ce que j'entends aussi, c'est comment vivre avec la maladie, voilà, comment on parle de la maladie aux enfants, voire des décès parfois, hein, que ça fait partie de nos vies d'adultes aussi. Avec la tristesse et tout ce qui va avec, les temps de séparation, voilà, enfin, je pense qu'il y a une évolution aussi de la société qui fait que on a repoussé enfin, il y a des choses dont on parle beaucoup et des choses dont on parle très peu. Et que c'est peut-être là où, du coup, nous, adultes, on est en difficulté pour parler de certaines choses à nos enfants, alors que eux, ils ont une autre vision des choses mais que parfois, ils se sentent pas autorisés à aborder parce qu'ils voient bien que ça renvoie des choses aux adultes. Donc ça aussi, c'est peut-être intéressant de réfléchir à comment aborder les thèmes un peu difficiles pour les adultes. On tourne un peu en rond, hein, mais enfin, non, on va dire que ça boucle la boucle, mais on revient à l'émotion d'adulte et comment la traduire aux enfants pour qu'eux se sentent pas envahis, mais aussi comment eux, en tant qu'enfants, ils renvoient leur force aux adultes. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut travailler si ça intéresse d'autres personnes, des choses à aborder. Et sur le fait de créer du lien, il y a des petites astuces. Voilà, vous évoquiez cette difficulté du lien familial parce que elle peut être autrement que en visuel. Ça peut être aussi simplement de proposer à l'enfant, quand il est en âge, hein, bien sûr, de faire un dessin, poser des gommettes sur une feuille. Enfin voilà, suivant l'âge de l'enfant. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là que vous allez adresser, transmettre, éventuellement même par la poste. Hein, ça fonctionne encore, même si on utilise de plus en
en plus d'autres médias. Il n'empêche que voilà, ça peut être aussi un moyen de garder, de créer du lien avec les autres pour vous et pour l'enfant aussi, voilà, qui peut avoir éventuellement aussi une réponse de ce côté-là. Donc, on peut utiliser d'autres facteurs pour garder ce lien et parler aussi du coup, et parler, c'est transmettre aussi, on évoquait des émotions, enfin c'est aussi plein de choses. Alors ça aussi, je pense qu'on va beaucoup évoluer, puisque les EHPAD se sont saisis aussi beaucoup des écrans, voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui nous répond, ma fille envoie des dessins à ses grands-parents, c'est que du bonheur pour la famille de recevoir ces lettres. Voilà, donc je pense que ça fait écho pour certains. Et puis il y a effectivement, alors ça dépend toujours l'âge des enfants, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'un petit coucou à travers d'une tablette numérique ou voilà, à travers d'un écran, c'est aussi l'autre est encore là, même s'il va moyennement bien. Alors après, ça dépend aussi de l'état de la personne, bien sûr. Mais ça peut être par personne aussi interposée. Enfin, il existe plein de choses. Là où je pense qu'effectivement la société a beaucoup mis ces questions-là un peu en veille. Et peut-être qu'il faudra les réactiver dans le sens où, voilà, on a beaucoup d'adultes là qui ont souffert aussi de la séparation avec leurs proches. Et il va falloir certainement qu'on trouve nous-mêmes nos propres ressources pour éviter que ça recommence, quoi, et pour que les enfants puissent aussi évoquer tout ça avec leurs parents et sans que ça devienne quelque chose de délétère pour eux ou pour les parents. Donc, je pense que la réponse, elle va être aussi sur les réseaux, sur tout ce qu'on va pouvoir mettre en commun comme ressources. Et voilà, et voilà, peut-être que la personne qui est malade peut juste envoyer un petit mot aussi, ou par l'intermédiaire de quelqu'un, une petite carte, ou juste une pensée à l'enfant. Ou voilà, c'est créer ce lien entre l'enfant et la personne qui est éloignée. D'autres remarques ou questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, on va peut-être clore là cette première soirée de visio. Donc, on vous partagera dès demain les articles. On a fait une bibliographie qu'on va vous transmettre. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a des articles. Alors, c'est plus ou moins poussé selon les sources. Donc, vous prenez ce qui vous intéresse, bien sûr. C'est du multimédia, puisqu'il y a à la fois des articles écrits, mais également des podcasts, de radio, d'émissions radio. Voilà, vous vous saisissez de ce qui vous intéresse. Et puis, on vous a mis aussi en autres ressources, déjà la petite cocotte des émotions. Il y a la petite cocotte des émotions, il y a la roue des émotions, enfin, il y a pas mal de choses. Et en autres ressources, on a beaucoup de numéros de téléphone, de contacts. Il y a le REAPI, d'ailleurs, qui participe à... Non, il y aura pas, je lis, auront besoin d'un code pour ouvrir les fiches conseils. Alors, les fiches pédagogiques, elles seront en ligne à partir de demain, Sandrine vous l'a dit, donc une fiche, un thème par jour, jusqu'à la fin de la semaine. Vous allez simplement sur le site de la ville et en fait, ils vont vous mettre les fiches les unes après les autres, jour après jour. Donc, il y a à chaque fois une partie un peu pédagogique et une fiche un peu technique, et une partie un peu plus de réflexion. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à faire des retours, que ce soit sur les réseaux, sur tout support sur ce type de visioconférence. Alors nous, on espère que on pourra ensuite, ça pourra donner lieu, si ça vous intéresse, si ça intéresse d'autres familles,
en lien plus réel, en direct, hein, en vrai, en chair et en os, parce que nous aussi. Nous, on préfère aussi, hein, c'est quand même On beaucoup préfère. plus humain déjà, et puis c'est beaucoup plus agréable, sachant que jusqu'ici, les semaines de la petite enfance, pour nous, ont toujours été l'occasion de rencontres, d'échanges, et voilà, sur le terrain. D'autant que les petits, eux, voilà, ils sont là tous les jours avec nous et qu'on aime beaucoup. Donc, vous verrez, il y a des numéros de téléphone aussi pour les parents en grande détresse qui ont besoin de conseils un petit peu plus, voilà, un peu plus poussés, ou qui veulent, voilà, qui veulent vraiment avoir des contacts précis. Voilà. Donc, vous choisissez ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, sachant que pour pouvoir avoir accès à cette visioconférence, vous nous aviez transmis vos adresses email. Dès demain, on pourra vous adresser via votre boîte mail, en fait, ces ressources et cette bibliographie dont vous parle Catherine. Voilà, n'hésitez pas à continuer à nous faire des retours, et puis on vous souhaite une très bonne soirée. Et merci d'avoir participé. Merci à tous. Merci, au revoir.